Salut à tous, bienvenue dans la 100e de The Programmatic Society. Et oui, déjà, le temps file. Un programme qui, maintenant depuis 3 ans et 100 épisodes, vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Opti Digital et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, l'Institut de l'Internet et du Multimédia du Pôle Léonard de Vinci. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Pour fêter ce 100e numéro, nous avons décidé de donner la parole à la future génération des acteurs de la publicité et du marketing digital. En effet, cette semaine, notre thème est le suivant: être stagiaire ou alternant dans le secteur de la publicité et du marketing digital. Très souvent déterminant dans la vie d'un étudiant en passe de valider son cursus scolaire, le stage ou l'alternance est une étape intermédiaire entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Dans le secteur de la publicité et du marketing digital, où réactivité et efficacité sont la norme, l'intégration des stagiaires peut parfois être complexe, tant pour les étudiants que pour les entreprises. Et afin de mieux comprendre les problématiques auxquelles font face les étudiants en entreprise, je vous invite à vous immerger dans la vie d'une stagiaire ou d'un stagiaire ou un ou une alternante. Pour l'occasion, nous accueillons Léa Pedroni, étudiante à l'ESSEC et collaboratrice d'Unify, Laura Jara, étudiante de Label École Label Emmaüs et collaboratrice de Beauregard Studio, Théo Hurel, étudiant chez Rocket School et collaborateur de Agnostic. Nous leur demanderons comment ils ont trouvé l'entreprise dans laquelle ils exercent ou ont exercé, si les missions qu'on leur a confiées étaient à la hauteur de leurs attentes. Quels axes d'amélioration préconiseraient-ils aux entreprises pour améliorer l'accueil et la vie des étudiants au sein de leur entité? Et pour la 100e de The Programmatic Society, qui mieux qu'une autre étudiante, Lucie Juvillier, coproductrice de l'émission, étudiante à l'Institut de l'Internet et du Multimédia de Léonard de Vinci et en alternance au sein de la start-up Query, qui mieux donc pour animer ce débat. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Et bonjour Théo. Bonjour. Donc, bienvenue à la 100e de The Programmatic Society. Donc, aujourd'hui, on est réunis pour parler de notre expérience en tant qu'alternant dans le milieu digital, dans le monde digital. Et donc, on va commencer sans plus attendre avec la première question. Donc, pour toi, Laura, comment as-tu trouvé l'entreprise dans laquelle tu travailles et est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ton stage ? Alors, pour ma part, j'ai eu de la chance parce que le premier entretien que j'ai passé, il s'est bien passé et du coup, j'ai été retenue pour le poste. Après, heureusement, justement, que ça s'est bien passé parce que auparavant, j'avais postulé pour une vingtaine de candidatures en 2 semaines via les plateformes et ça n'avait pas donné de résultats. J'ai pas eu de réponse du tout, voire même pas une réponse automatique. Donc voilà, en fait, j'ai été recommandée par le biais de l'école. Donc l'école avait un contact. Donc heureusement que ça s'est bien passé. Donc ça a été difficile, oui et non. D'accord. Et toi, Léa ? Du coup, moi, pour resituer un peu, donc j'ai fait un BTS, après je suis rentrée à l'ESSEC et le rythme d'alternance de l'ESSEC il est un peu spécial. On a un rythme semestriel, du coup c'est 6 mois, 6 mois. Et en fait, pour les entreprises, c'est un peu compliqué d'accepter ce rythme, étant donné qu'ils peuvent prendre des stagiaires pour le même prix. Du coup, moi, première tactique, ça a été comme Laura, les plateformes, ce qui n'a rien donné, malgré beaucoup de candidatures. Du coup, après, j'ai changé mon fusil d'épaule, comme on peut dire, et je suis passée sur LinkedIn. J'ai essayé d'utiliser le réseau ESSEC en envoyant des demandes d'invitation à des personnes, en m'intéressant à ce qu'ils faisaient et en organisant des appels avec eux. Ce qui m'a permis d'être cooptée dans plusieurs entreprises. Donc cooptée, c'est on m'a recommandé, même si au final je ne connaissais pas vraiment les personnes, ce qui n'a aussi rien donné. Et du coup, dernier recours, j'ai un de mes anciens managers de chez Cara, puisque je travaillais là-bas pendant 1 an, qui a posté mon CV sur LinkedIn. Et c'est uniquement quand lui a posté mon CV sur LinkedIn que j'ai réussi à avoir mon alternance actuelle et que ma manager a vu mon CV passer.
Et après, c'est là où j'ai eu plusieurs demandes et où j'ai pu finalement choisir mon alternance. Très bien. Voilà. Donc là, vous nous expliquez en gros que les plateformes de recherche de stage d'alternance sont un moyen pas forcément, qui ne marche pas forcément en fait pour les étudiants pour trouver une alternance. Effectivement, ça ne donne pas de résultats. Donc, D'accord. En fait, on est noyé dans le lot et du coup, c'est un peu compliqué d'émerger parmi des milliers de CV et sans avoir eu de recommandations ou un peu l'impression que c'est compliqué quoi. Ouais, je suis totalement d'accord parce que même moi, en tant qu'alternante, j'ai fait des demandes, j'ai vraiment fait une trentaine de demandes, ou même plus, au moins 50 demandes, parce que 30, c'est pas beaucoup. Mais j'ai fait au moins 50 demandes sur les plateformes de recherche d'alternance, spécialement conçues pour les étudiants, mais j'ai jamais pu trouver d'alternance grâce à ce biais, mais j'ai trouvé pareil grâce au réseau, grâce à LinkedIn. Et toi, Théo, qu'en est-il de ton expérience ? Ouais, moi, vous l'aurez compris, tout le monde, c'est vrai que c'est un peu une case obligatoire, cette case plateforme pour postuler, parce que ça donne quand même accès à pas mal d'entreprises, même si la candidature n'est pas forcément poussée. Donc moi, voulant travailler dans une start-up, c'est vrai que je suis passé par ce qui est notamment Welcome to the Jungle ou Indeed ou ces plateformes-là. On l'a bien compris, c'est pas là où il y a les meilleurs résultats. Du coup, on va dire la méthode un peu ancestrale, c'est-à-dire le réseau personnel et se faire recommander par quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui a déjà une certaine confiance envers nous. Et donc moi, pour ma part, ça a été ça qui m'a permis de trouver. Je pense qu'il y a un réel atout quand on est recommandé parce qu'il y a vraiment cet aspect confiance qui vient consolider en fait votre postulat et qui donne vraiment une légitimité dans le dossier parce que vous passez par un tiers de confiance, à contrario des sites ou des plateformes où tout le monde envoie un petit peu ses candidatures sans même parfois savoir ce que fait la société, juste parce que l'intitulé a l'air un petit peu sexy. Donc voilà, moi c'était par recommandation personnelle. Ouais. Et maintenant, je vais enchaîner avec la deuxième question. Donc, ça va être toi qui va commencer, Laura. Quelles sont les missions qu'on t'a confiées en tant que stagiaire ? Est-ce que ton entreprise t'a fait confiance ? Est-ce qu'ils étaient plus réticents à te donner des tâches intéressantes, d'après toi, à effectuer pendant ton stage ? Alors, pour être honnête, en fait, j'ai commencé le stage il y a 2 semaines. Donc finalement, je suis tout juste en train de commencer et mon employeur me fait complètement confiance pour la gestion du site e-commerce de Beauregard Studio qui va bientôt être lancé en septembre. Et donc voilà, c'est moi qui ai la gestion et elle veut vraiment que je m'en occupe de A à Z. Donc il y a tout à gérer et là on commence par la mise en place du catalogue produit, c'est-à-dire qu'il faut le mettre à jour avec toutes les références, les bons produits, création de visuels. Donc c'est au-delà de mes espérances. Voilà. Donc, tu as beaucoup d'autonomie, te font totalement confiance. C'est ça, exactement. J'ai énormément d'autonomie et elle me fait confiance pour développer le site internet. Ah bah, c'est super. Et vous êtes beaucoup dans ton entreprise ? Non, en fait, c'est une indépendante. Donc, je suis toute seule à la charge de la boutique en ligne. Et mon employeur, celle qui est dirigeante de la société. Et tu as eu une formation avant ? Est-ce qu'ils t'ont formé ou tu as été directement dans le bain ? Est-ce que tu avais déjà une expérience justement en e-commerce avant le stage Alors non, justement, j'ai pas eu d'expérience e-commerce, mais j'ai fait une formation dans l'école La Belle École de 3 mois. C'est une école qui a été créée par Label Emmaüs. Et là, on a eu pas mal de cours avec des intervenants justement du e-commerce qui nous ont renseignés, informés, formés sur plusieurs points. D'accord. Donc voilà, c'était plutôt des premières approches, mais là, justement, il y avait un stage à la clé de par cette formation où on baigne directement dedans. D'accord. Et toi, Léa ? Du coup, moi, je suis chez Unify, donc pôle digital de TF1, et je suis dans la partie internationale. J'ai un peu 2 rôles. D'une part, chef de projet sur les campagnes internationales. C'est-à-dire que quand on reçoit un brief d'un pays étranger, ça peut être l'Italie comme le Canada, n'importe, je vais le recevoir, voir ce qu'il faut faire, s'il nous demande du social, de l'acquisition, en fonction des objectifs de la campagne. Et de mon côté, je vais briefer les équipes en interne, donc chez Unify, les différentes entités, en fonction des objectifs. Et j'ai une autre partie qui est partie programmatique.
Du coup, je vais encore une fois recevoir les briefs des campagnes sur la partie programmatique et setup, donc programmer en fait les deals, c'est-à-dire les campagnes qui sont automatisées directement dans les outils au sein de Unify. Donc, excuse-moi, est-ce que tu as eu du mal à te mettre dans le bain ou est-ce que ça a été tout de suite facile pour toi? Non, honnêtement, au début, ça a été assez compliqué, mais grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer là-bas, qui m'ont beaucoup aidée, beaucoup accompagnée, dès que j'avais une question, je pouvais aller les voir et je suis assez demandeuse aussi de mon côté. Dès que je comprends pas, il est hors de question que ça reste comme ça. Du coup, je vais vraiment chercher l'info de moi-même. Mais au début, oui, ça a été complexe. D'accord. Mais dans l'ensemble, ton entreprise te fait confiance et tu Ouais, donnes des ouais, missions ouais. assez conséquentes. Totalement. J'ai pas mal de missions. Ça évolue aussi depuis que je suis là. Donc, je suis là depuis janvier. Et j'ai pu voir moi-même un vrai fil conducteur, bien que avec le temps, j'ai plus de responsabilités, ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est bien pour moi, part du coup, puisque je peux toucher à plus de choses. Mais non, très satisfaite de mes missions et elles sont assez variées, donc c'est sympa. Très bien. Voilà. Et toi, Théo, est-ce que ton entreprise te confie des missions qui t'intéressent? Est-ce que elles sont à la hauteur de tes attentes? Oui, donc du coup, moi, pour resituer, je suis à Agnostic, qui est donc une start-up basée à Station F. Station F, donc, qui est un énorme incubateur, donc un des plus gros en Europe. Et donc, c'est vrai qu'en start-up, il y a, sans globaliser et ni généraliser, mais c'est vrai que souvent, on a tendance à être un petit peu ce couteau suisse qui est, et moi je le vois vraiment d'un œil positif, qui est à faire vraiment plein de missions différentes, même si on a notre poste de base, en l'occurrence le mien qui est donc Digital Business Developer, donc c'est vraiment l'action commerciale. Tout ce qui va être l'entretien du CRM, CRM, donc c'est la bible des relations clients. C'est Customer Relationship Management. Exactement. Donc voilà, ça va être notamment à propos des actions commerciales, faire des relances, des comptes rendus, vraiment la partie commerce pure et dure. Et donc à ce niveau-là, moi je suis forcément donc très épanoui et puis toujours envie de plus, d'avoir des missions supplémentaires, des responsabilités potentiellement supplémentaires dans les mois ou années à venir. Mais voilà, donc bilan très positif et puis comme je dirais, cet aspect couteau suisse que je vois comme vraiment un avantage et ça te permet d'avoir vraiment une plus grande amplitude sur les missions que tu réalises, donc c'est vraiment cool, notamment en alternant. Et la mission type que tu fais au sein de ton alternance, qu'est-ce que ça peut être? Moi honnêtement ça va être de la chasse, hein. Donc c'est-à-dire retrouver la bonne personne, le contacter et puis lui vendre son produit. Donc ça va être à propos de trouver le bon prospect et puis amener avec un petit peu d'élégance la démarche commerciale, adapter le discours, le pitch, et puis voilà. Très bien. Ouais. On va enchaîner tout de suite avec la troisième question qui est quels sont les points d'après vous à améliorer de la part des entreprises lorsqu'elles accueillent des alternants chez eux? Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu du mal à vous intégrer au sein de vos entreprises? Je te laisse répondre, Laura. Alors un conseil, oui, ce serait plutôt pour les employeurs de prendre le temps en fait d'expliquer bien les process et les démarches en fait, comment ça se passe. Prendre le temps à l'apprenant finalement de tout ça, cette question de process, comme ça il peut être le plus autonome possible par la suite et avancer rapidement et en toute autonomie. Finalement, parce que des fois, justement, quand on doit tout le temps être à la recherche de l'info, finalement, c'est très bien, mais il y a quand même une perte de temps, je trouve, et des fois, si on a trouvé pas la bonne information, il y a une perte de temps. Donc bien prendre le temps. C'est vrai que, par exemple, les indépendants, même n'importe quel collaborateur, finalement, n'a pas forcément le temps, mais c'est important. Très bien. Et est-ce que toi, ton entreprise t'a suivi quand tu es arrivé, directement quand tu es arrivé, ou tu as dû aller chercher un peu les informations à droite à gauche de toi-même? Alors les premiers jours, oui, j'ai dû aller chercher les informations et justement, elles n'étaient pas forcément correctes. Mais à chaque fois, justement, mon employeur prend le temps de bien m'expliquer. Ça ne dure pas énormément, ça peut durer 10 minutes, mais voilà, elle m'explique bien tout le processus et ensuite, ça fonctionne comme des roulettes et j'avance. C'est super. Et toi, Léa?
Alors moi, du coup, je pense qu'un point à améliorer, ce serait vraiment l'onboarding. J'ai eu 2 alternances, une chez Cara, qui est agence média du groupe Dentsu, et j'étais au pôle conseil, donc je touchais à tous les médias. Et dans les médias, il y a vraiment un langage particulier avec énormément d'acronymes. Et au début, c'était hyper complexe. Ils parlaient, j'avais l'impression de ne pas parler la même langue que eux, alors que si. Du coup, j'ai dû me faire un petit glossaire et tout avec les petites abréviations. Du coup, ouais, l'onboarding et chez Unify, pour la partie programmatique, du coup, très complexe, même si c'est censé faciliter l'achat d'espaces, et la vente d'espaces publicitaires. Il y a énormément, pareil, d'acteurs qui font plein de choses différentes. Et c'est hyper complexe de savoir qui fait quoi, comment il le fait, pourquoi il le fait. Et du coup, voilà. Mais après, encore une fois, j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes qui ont pu m'aider. Mais ouais, je pense que l'onboarding et vraiment la formation à l'entrée, en fait, vraiment limite prendre une semaine pour tous les stagiaires alternants et leur dire pendant cette semaine-là, vous allez apprendre exactement ce que l'entreprise fait, quelle entité fait quoi, comment vous pouvez mener à bien utiliser les outils de l'entreprise pour vos missions. Au sein de l'entreprise, et même c'est important aussi de connaître tout l'écosystème programmatique qui est très très complexe quand on arrive et qu'on connaît aucun. Voilà, c'est ça exactement. Quand on connaît pas du tout le fonctionnement de cet écosystème, on peut être totalement perdu. Non, donc, totalement. Donc toi, ils t'ont bien aidé. Ouais, j'ai eu de la chance. Après, c'est encore une fois, c'est en fonction des gens sur qui on tombe, parce que si on tombe sur des personnes qui sont pas prêtes à nous aider, il y a pas forcément de formation. Je sais pas moi, des MOOC, des choses plus digitales. On est à l'ère du digital, donc qui mettent en place peut-être d'autres choses pour nous former et rendre tout ça plus clair. Donc, voilà. Et toi Théo, est-ce que tu penses à un moyen pour les entreprises d'intégrer leurs alternants La nouvelle recrue. Moi, c'est vrai que moi, je pointerais du doigt 2 choses. Je dirais, dans un premier temps, pour rejoindre un petit peu ton point, c'est vrai que c'est tout ce qui va être au niveau du vocabulaire, donc la rédaction, je sais pas, d'une sorte de dictionnaire ou de glossaire avec tous les mots un petit peu techniques. Un lexique. Exactement. Ça, je pense que c'est ce qui devrait être remis sur ton bureau quand tu arrives le premier jour. Mais donc voilà, donc nous, c'est vrai qu'au sein d'Agnostic, on travaille un petit peu sur ça pour justement les prochains alternants ou stagiaires qui vont arriver. Et le deuxième point que je dirais, c'est étant dans une école, donc faisant partie du programme Master donc à Rocket School, c'est vrai que c'est une école qui est assez jeune et assez tournée sur les nouvelles technologies. Donc c'est vrai qu'on apprend pas mal de nouveaux outils, même entre étudiants, on se donne des bonnes pratiques. Et c'est vrai que c'est des outils qui peuvent permettre de faciliter le travail, on va dire, d'un commercial ou même d'autres. Donc que ce soit un gros hacker, un business developer, ça va leur permettre un peu d'automatiser leurs tâches. Et c'est vrai que c'est certains outils qui représentent un coût. Et dans cet univers un petit peu start-up où l'entreprise n'a pas forcément les fonds et ni même le temps ou de dédier un petit peu de temps de recherche à ça, étudier, voir si ça pourrait avoir un réel impact positif. Donc voilà, je dirais en un ce glossaire lexique, voilà. Lexique programmatique. Et en deux, voilà, c'est vraiment ces nouveaux outils qui permettent d'automatiser pas mal de choses. Très bien. Et enfin, la 4e question, c'est est-ce que vos stages, vos alternances vous ont permis de vous situer professionnellement parlant? Est-ce que ça vous a permis de savoir vers quelle voie vous voulez vous tourner pour ce qui est de votre métier, de votre futur métier? Eh bien, à la base, je veux me spécialiser dans le e-merchandising parce que mon métier principal, c'est merchandiser. Mais suite à la crise sanitaire, bien, il y a pas mal de boutiques qui ont fermé et également des postes qui ont fermé. Donc voilà, j'étais à la recherche d'emploi pendant un certain moment. Et finalement, à la levée du confinement, eh bien, les postes qui étaient proposés, c'était le e-merchandising. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé une formation chef de projet e-commerce pour avoir les compétences globales dans le e-commerce. Et voilà, je voulais me spécialiser plutôt dans le e-merchandising, mais finalement, pourquoi pas tout simplement être chef de projet e-commerce dans une boîte ou pour Beauregard Studio. Et avant d'être chez Beauregard, tu étais déjà dans le marketing digital ou pas du tout? Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ton parcours avant d'arriver justement à ton alternance?
Alors, pour commencer, en fait, j'ai toujours fait de l'alternance. Donc, à partir de mes 16 ans, j'ai fait un bac pro infographiste qui a duré 2 ans, qui était en alternance. Et ensuite, j'ai trouvé du travail. Enfin, j'ai arrêté du coup dans le monde de l'infographie et j'ai trouvé du travail dans la vente. Et c'est d'ailleurs là où j'ai découvert le métier de merchandising. Donc, du coup, j'ai cherché une école qui proposait également de l'alternance, donc un BTS 2 ans. Et où j'ai eu le diplôme de décorateur merchandiser. Et voilà, ensuite j'étais à la recherche d'un emploi. Très bien. Voilà. Donc tu as un parcours assez atypique quand même par rapport à ce que tu fais maintenant. Enfin, tu n'étais pas du tout partie là-dedans. J'étais pas du tout partie là-dedans. Et c'est-à-dire que même quand j'ai eu mon bac pro infographiste, la suite logique, c'était le BTS développeur web. Et finalement, moi, le développement, c'est pas du tout ce qui me plaisait. Donc j'ai pas voulu me lancer dedans. Donc oui, effectivement, c'était le temps de trouver ma voie. Et j'ai trouvé un emploi. C'est super. Dans la vente. Et toi, Léa, est-ce que ton alternance, ça t'a permis de te positionner au niveau professionnel pour ce que tu veux faire plus tard ? Oui. Ça me permet déjà d'avoir une idée plus globale. Après mon alternance, j'ai un échange à Singapour et à la fin de cet échange, j'ai mon diplôme. Du coup, soit je me lance directement, soit pas. J'aimerais bien travailler dans la programmatique. C'est un milieu qui m'intéresse énormément. Programmatique Society en dit long. Parce que ça bouge beaucoup. Il y a énormément de postes et de nouvelles innovations actuellement. Notamment avec les nouvelles réglementations autour des cookies. La CNIL. Oui, exactement. RGPD. La CNIL, Google qui décide de supprimer ses cookies. Et du coup, là, je suis en train de faire mon mémoire sur ça. Donc, je pense que ça va être vraiment un fil que je vais suivre pour la suite de mon parcours professionnel sur des métiers type. J'en ai pas en tête particulièrement. Je suis plutôt fixée sur le secteur, qui est la programmatique. Après, on verra où j'irai et voilà. Très bien. Et toi, Théo, est-ce que tu sais ce que tu veux faire par la suite ? Pour reprendre un petit peu l'image du couteau suisse, je pense qu'au fur et à mesure des années, elle va continuer à s'aiguiser de plus en plus, mais dans un court moyen terme, je dirais, donc désolé pour les anglicismes, mais ce qui est gross manager, donc voilà, pour faire simple, directeur de la croissance, des acquisitions, directeur commercial potentiellement. Et après, dans un avenir peut-être plus lointain et aussi moins certain, je dirais, en baignant un petit peu dans cet univers de start-up et potentiellement si un jour un projet me vient, une idée, être entouré de quelques bonnes personnes au bon endroit au bon moment et puis peut-être ça pourrait être la naissance d'un beau projet et qui sait, donc voilà, on ne sait jamais. Merci Théo. Merci Léa et merci Laura aussi pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et puis merci d'être venu pour cette sortie. Vous avez été magnifique. Ah ouais. Vous étiez magnifique et je disais en régie que vous dites beaucoup plus rapidement énormément de choses, alors que nous, il nous faut 30-35 minutes. Je parle de nous, l'ancienne génération. Et vous avez fait en 20 minutes ce que nous, ça nous demande 40 parfois minutes de faire. Donc bravo en tous les cas et merci d'avoir accepté notre invitation à The Programmatic Society pour cette 100e. C'est très symbolique pour nous parce que l'émission, elle est faite bien sûr pour les gens du marché, mais elle est aussi je dis d'abord aussi en fait, de plus en plus faite pour vous, c'est-à-dire pour la nouvelle génération qui arrive, donc la génération, ma génération qui est ici présente, mais je sais Théo que ton papa est également du secteur, je salue Patrick si tu nous vois. En tous les cas, merci également parce que vous représentez une certaine diversité des parcours. Par exemple, Laura, tu travailles pour une indépendante et tu es passée par la belle école qui appartient à la belle Emmaüs et tu as fait également un bac pro, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. Toi, Léa, tu es aujourd'hui dans un grand groupe, le groupe TF1,
dans l'entité Unify et tu fais l'ESSEC, qui est quand même une école très reconnue, mais ce que l'on ne sait pas, et je vais le dire, c'est que avant d'avoir été admis à l'ESSEC, tu as fait un BTS. Oui. BTS communication, et c'est vrai que beaucoup d'étudiants de BTS se disent c'est peut-être pas pour nous l'ESSEC. Eh bien, même si on a fait un bac pro, eh bien, le marketing digital, c'est pour vous. Et même si on a fait un BTS auparavant, une grande école comme l'ESSEC, c'est également possible. Et c'est également possible d'être une pro du programmatique, puisque c'est exactement ce que tu souhaites faire. Et enfin, Théo, je sais sur quelle trace tu suis, quelle trace tu poursuis. On a parlé de ton papa tout à l'heure, mais tu travailles également pour une start-up agnostique. Alors là, on est sur la start-up parfaite, puisqu'elle est incubée au sein de Station F. On ne peut pas faire mieux en termes de symbole, j'allais dire, de start-up qui fait partie de la French Tech. Et toi aussi, tu as un profil assez différent, puisque tu es passé par Rocket School, qui est une école qui est très originale dans son approche, dans la formation notamment des business développeurs, des grosses hackers, comme on dit aujourd'hui. Et typiquement, j'ai oublié the last but not the least, Lucie, ici présente, qui est co-productrice de l'émission et qui travaille pour une start-up qui s'appelle Query, qui est une start-up qui monte, notamment dans ce qu'on appelle le ciblage sémantique. Et donc, je dis à nouveau que je suis très, très fier de vous avoir autour de la table pour dire que c'est possible d'intégrer le marketing digital. Il y a de très beaux métiers à faire, des métiers très divers. Et quel que soit votre profil, si vous en avez envie, bienvenue à The Programmatic Society. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance dans vos parcours à venir. Merci beaucoup. Parole, en tout cas. Ainsi s'achève ce 100e numéro de The Programmatic Society. C'est le moment de dire merci. Merci déjà à vous tous qui nous regardez chaque semaine, de plus en plus nombreux, puisque nous atteignons près de 10 000 vidéos vues sur les différents réseaux sociaux. Merci également à ceux qui nous font confiance et je pense déjà à nos sponsors de cette émission, Opti Digital et Smile Wanted, mais également les dizaines de sponsors qui depuis 3 ans nous suivent, nous supportent et prennent la parole et se valorisent au sein de l'émission. Et j'aurai également des pensées particulières pour ceux qui m'ont inspiré, qui m'ont encouragé et, disons-le, aidé pour réaliser ce programme qui, je l'espère, est devenu un programme référent sur le marché publicitaire en France, mais également à l'étranger, puisque le programme est sous-titré en anglais. Je souhaite tout d'abord remercier Gary Habitant de Smile Wanted, qui, au-delà d'être sponsor de l'émission, est celui qui m'a inspiré à travers un certain nombre de ses projets événementiels pour créer cette émission. Et une autre pensée pour Guillaume Sampic, qui, au sein du groupe Reworld, a cru en moi et a mis à ma disposition un certain nombre de moyens, et notamment un studio de télé, pour faire mes premières armes, mes premiers pas. Et en juin 2018, vous proposer The Programmatic Society. Je regarde mes notes pour ne pas oublier non plus ceux qui travaillent avec moi, et j'allais dire la première d'entre elles, sans qui l'organisation ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Je pense à Mélanie Ben Saïd, qui est à la fois mon bras droit, ma main droite, mon bras gauche et ma main gauche tout autant. Pour ceux qui aiment Game of Thrones, quand je parlerai de main droite, ils auront compris. En tous les cas, je la remercie énormément pour le travail qu'elle fournit auprès de moi depuis maintenant 2 ans. Et je remercie également les personnes qui ponctuellement aident au développement de cette émission, notamment au développement commercial. Je pense à Tigida Dembélé, je pense à Pascal Gama et également à Aurélie Saïkes Darmon. Et puis bien sûr l'ensemble des étudiants, des professionnels de l'Internet, des non-professionnels de l'Internet qui s'intéressent au marketing digital et qui s'intéressent à la société publicitaire, à la société programmatique, puisque on l'a vu et l'actualité
l'actualité l'a démontré. Comprendre comment fonctionne la publicité sur Internet a des incidences même sur la démocratie. Mais je me terminerai mon long discours ici pour vous dire tout simplement merci, merci. Et les 4 étudiantes et étudiants autour de moi sont là pour symboliser notre rôle au sein de The Programmatic Society, faire que le data marketing, le marketing digital et le programmatic society, le programmatique tout court, soient accessibles à tous. Merci encore.